Bonjour. Je parle pas assez fort en fait. Ah voilà. Bonjour, donc moi je suis Jean Bailly, donc je suis éleveur caprin à Nanvic et je suis vice-président du GDMA et donc je suis président de la commission caprine. Voilà, donc le GDMA c'est le GDS dans l'Indre, donc le groupement de défense sanitaire. Donc en fait c'est des éleveurs qui sont associés pour historiquement mais pour lutter contre la tuberculose et qui essayent d'apporter des solutions aux éleveurs en cas de problème sanitaire en fait. Voilà. Vous voulez répondre à la question ? Oui. Donc, alors, possible. Nous, en fait, par rapport à la circulaire, il n'y a pas beaucoup d'évolution. En fait, nous, on apporte des services aux éleveurs qui font du lait cru, mais il n'y a pas d'éléments supplémentaires, en fait. On n'est pas directement impacté, c'est les producteurs qui sont impactés. Bonjour, Olivier Denis, donc président de l'AOP Pouligny-Saint-Pierre, fromage de chèvre au lait cru. Je suis éleveur de chèvre aussi, accessoirement, et livreur de lait seulement, pas fabricant de fromage. Nous, au sein du syndicat, on a tous nos producteurs fermiers qui livraient à des collectivités qui ont été impactées, puisque forcément, ça a été compliqué de continuer à livrer à ces collectivités, parce qu'en général, ils ne font pas le distinguo entre les enfants de moins de 5 ans et ceux de plus de 5 ans. C'est un peu compliqué. Dans la cour d'école, ils ne les trient pas, et à la cantine non plus. Donc forcément, tous ces producteurs-là, ce qui concerne assez peu, puisqu'on est une toute petite AOP et que tous ne travaillaient pas avec des collectivités, mais en attendant, ceux qui commercialisaient auprès d'eux ont perdu ces marchés-là. Bonjour, donc moi je suis Élise Brailly, salariée dans une association qui s'appelle KGT Fourchette. Vous m'entendez bien là ? Oui. KGT Fourchette, c'est une association qui fait le lien entre les producteurs et la restauration collective. Notre objectif, nos missions, c'est de faciliter l'approvisionnement des produits locaux auprès des cantines, collèges, lycées, restauration collective en règle générale, restaurants d'entreprise, maisons de retraite, etc. Donc on travaille avec 60 producteurs, on en a une dizaine en produits laitiers. Voilà. Donc on propose la diversité des produits locaux, de qualité, en circuit court. Donc KGT Fourchette est le seul intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs. Nous, c'était important pour nous de se mobiliser sur cette question de fromage au lait cru parce que sur le territoire, on a une diversité de production de fromage et du coup, ça fait partie du patrimoine alimentaire. On nous parle aussi beaucoup de l'éducation au goût. C'était des choses sur lesquelles le fait de ne plus proposer ces produits-là, du coup, ça limitait quand même drôlement ce travail autour de l'accompagnement, autour du goût et de la découverte des produits locaux. Donc on a eu une vraie perte de commandes à partir de 2019 et on s'est posé la question de quel est le risque en fait, c'est quoi le problème. Donc on s'est un petit peu formé, voilà, on a été voir, après on continue dans cette dynamique-là, on a fait aussi au niveau de l'équipe la formation HACCP qui permettait de comprendre, c'est la formation qu'on demande au niveau des cuisiniers. Du coup, savoir c'est quoi le risque et c'est quoi les protocoles au niveau des produits. Donc le fromage au lait cru et le lait cru en général et comme les œufs d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, et des produits à haut risque. Où il y a des fiches techniques, des dossiers techniques sur tout ce qui est risque. Et c'est des choses qui sont présentées comme telles dans les collectivités. Et ça fait très peur, en fait. Voilà. Et je me dis comment on arrive à... Ma question aujourd'hui, c'est comment on arrive à dépasser ça et à permettre quand même la consommation de fromage au lait cru pour nos enfants. Moi, je suis vraiment dans cette interrogation-là aujourd'hui. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Yannick Guénin, je suis producteur de lait de vache à Buxières-d'Aillac ici. Donc on a 130 hectares, on fait 140 000 litres de lait, le tout est transformé sur la ferme.
le tout en lait cru, mis à part les yaourts. Au niveau de la commercialisation, on vend en partie au marché, la plus grande partie, une petite partie dans des magasins, et puis à peu près 10% du chiffre d'affaires, notamment par cagette et fourchette. Donc voilà, je dis on parce qu'on est 6 sur la ferme, donc voilà. Au niveau de l'impact de l'instruction technique, moi, au niveau du chiffre, je ne peux pas dire avoir été impacté parce que dans le même temps où peut-être certains ont arrêté de distribuer ça, il y a eu une forte demande supplémentaire, notamment au niveau des yaourts, etc. Donc au niveau du chiffre, j'ai pas vraiment l'impact. Par contre, moi, c'est au niveau, quand j'ai reçu cette instruction technique comme tout le monde, et quand on la lit et qu'on est producteur, moi, j'avais pas l'impression de faire des produits dangereux. Donc, c'est plutôt ça c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais content d'être là parce que pour une fois, on a le bon côté, parce que d'habitude, on est plutôt interpellé quand ça va pas, et voilà, on a l'impression d'être marchand de produits dangereux. Donc, c'est plus ça, moi, qui me pose problème, c'est la façon dont elle est tournée. Parce que en tant qu'éleveur, on a quand même, avec le GDMA, travaillé, les labos ont été mis aux normes, on a des autocontrôles, on est contrôlé régulièrement, tout ça. Et puis en 5 minutes, on a l'impression que cette note, elle est écrite, et puis elle abat tout le travail en disant, bah non, c'est dangereux, terminé, quoi. Donc ça, c'est un peu, voilà. Il y a un savoir-faire qui est là. Jusqu'à maintenant, on avait empoisonné personne, je vois pas pourquoi d'un seul coup, comme ça, voilà, c'est réglé. Merci beaucoup. Eh bien, je vous invite à poser vos questions à nos intervenants. Moi, c'est une question plus générale, je ne sais pas qui répondra. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais on n'a pas dit tout à l'heure qu'est-ce qui a motivé cette instruction de la part des services de l'État. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Pourquoi d'un coup ils ont décidé ça? Qui souhaite répondre? Oui, je crois que je peux à peu près répondre. Il y a... Alors, ce qui est amusant, c'est que il y a 15-20 ans, le gros problème, c'était l'hystéria. Et le focus absolu, il était mis sur l'hystéria. Donc, si on allait dans cette logique, non seulement on aurait dû interdire au moins de 5 ans, mais interdire totalement la livraison dans les EHPAD, parce que c'est le plus gros... les seuls qui font l'hystéria, c'est les gens qui sont dans les EHPAD. Ou chez eux, mais aux mêmes âges, avec les mêmes pathologies associées. À côté de ça, il y a un tout petit nombre, mais qu'on a beaucoup monté en épingle, parce que ça aussi, c'était... À ce moment-là, il fallait faire peur sur quelque chose, et on a touché l'hystéria. C'était les femmes enceintes avec les avortements, les accouchements prématurés à cause de l'hystéria. Mais bizarrement, ça en oubliait. Alors que, je veux dire que bon an, mal an, le nombre de l'hystériose annuelle qui est tout à fait publié officiellement, etc., il est, disons, stable, mais il est tout petit. Mais il était déjà tout petit il y a 10 ans, 15 ans. Et en fait, là, ça a été le syndrome hémolytique et urémique des jeunes enfants. Il se trouve que depuis une bonne dizaine d'années, il y a un réseau de pédiatres, néphropédiatres, des pédiatres spécialisés en maladies du rein, qui ont recueilli les cas et ils ont publié leur analyse des 10 dernières années dans le journal européen de surveillance de ce genre de choses, qu'on appelle Eurosurveillance. Et donc ça a mis un focus sur le nombre de cas en France pendant 10 ans, etc. C'est bien fait, c'est bien analysé, les chiffres sont là. Et si on prend ces chiffres-là, c'est ce que je disais avant, c'est que ça fait à peu près un cas grave tous les 5 ans pour la population des enfants français, en totalité. Donc, bon, certes, c'est une maladie qui peut vous amener au rein artificiel et c'est pas sympa, mais je veux dire que les cas extrêmement graves et mortels, c'est vraiment tout petit. Mais disons que cette étude a mis le focus là-dessus. Je pense que ça a été une première
prise de conscience des gens, puisque ce réseau est attaché à Santé publique France. Donc, qui dit Santé publique France dit transmission de ces résultats au ministère, hein, de l'Agriculture en l'occurrence. Et voilà. Et puis, ce qui a vraiment déclenché l'instruction technique, c'est une petite série de cas, une petite épidémie de cas de SHU, comme on dit, hein, syndrome hémolytique et urémique, chez des enfants et chez des adultes d'ailleurs. Il y avait de loin pas que des enfants, il y avait aussi des adultes. Et on a fait le lien en récupérant la consommation familiale de diverses choses, dont des fromages au lait cru, par les tickets de caisse des supermarchés où les gens avaient acheté, en fait, c'était des plateaux qui comportaient à la fois des laits crus et des non-laits crus sur le même plateau. Donc déjà, pour savoir ce qu'avaient mangé exactement l'un l'autre, à mon avis, c'était impossible. Hein, mais le seul fait d'avoir acheté ce plateau de fromage a été le traçage qui a fait arriver à la laiterie en question, laiterie alpine, qui était apparemment à l'origine, hein, de cette histoire. Très vite, l'analyse de cette petite épidémie a été faite par les pouvoirs publics, c'est-à-dire les gens des ARS, hein, de l'ARS de la région en question, doublé de ce fameux réseau de spécialistes pédiatres, etc., qui ont examiné les cas et tout ça. Et en rien de temps, en quelques semaines, même pas, le papier était également publié dans le même journal, Eurosurveillance. Ce qui était un peu bizarre, c'est que après la description de tout ça, disons clairement qu'il y avait des fromages lait cru et d'autres, etc., mais sans dire quelle était l'incrimination de l'un plutôt que de l'autre, les auteurs disaient qu'ils étaient en attente des résultats d'identification de la bactérie, puisqu'on peut suivre les Escherichia coli steak à l'origine de ça, hein, par chacun a son petit code génétique perso. Donc, si vous trouvez des Escherichia coli, même s'ils sont producteurs de Shiga toxine, et que ce n'est pas la même souche, vous ne pouvez pas prouver, jurer, cracher que ça vient de là. Hein. Mais là, on disait, nos résultats sont en attente. Moi, dans mon expérience de scientifique, si j'avais écrit mes résultats sont en attente, on m'aurait dit, madame, vous êtes gentille, mais enfin, vous n'avez pas publié maintenant un truc dont vous n'avez même pas les résultats. Ouais, c'est assez étonnant. Mais ça a été publié, parce que ce journal, Eurosurveillance, c'est à moitié un journal scientifique, mais aussi un journal d'alerte européen sur les problèmes de sécurité sanitaire. Bon, in fine, il s'avère, si mes sources sont bonnes, mais je pense qu'elles le sont parce que tout le monde a à peu près les mêmes renseignements, c'est que maintenant on a les résultats. Et que ce qui a été trouvé dans les vis des filtres, je ne sais pas quoi, de la fameuse laiterie, c'est des Escherichia coli, certes, dont certains sont producteurs de Shiga toxine, mais pas du tout de la même souche que celle qu'on a trouvée chez les personnes qui ont été infectées par des produits. Ça, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est bien, ça venait bien de cette laiterie-là, mais est-ce que c'était des produits pasteurisés, recontaminés derrière, ou des produits au lait cru initialement, etc. Mais je pense que personne ne peut le dire. En tout cas, on n'a pas du tout d'évidence. Pour vraiment prouver un cas, il faut que la souche soit la même. Hein, et ça, on l'a su par les on-dit des ARS, etc., nos collègues des cellules de Santé publique France en région, etc. Et donc, on sait que la souche n'était pas la même et que ça c'est paru dans des documents administratifs assez confidentiels, mais ça n'est jamais paru officiellement dans un papier scientifique en disant « Ah ben, on est désolé, mais finalement, on n'a pas pu rattacher au lait cru de cette laiterie puisque ce n'est pas la même souche. Hein ». Donc, voilà un peu toute l'histoire. Donc, on voit bien qu'un focus sur un événement peut amener à quelque chose qui peut sembler un peu disproportionné. Alors après, dans quelle mesure
certaines personnes bien intentionnées ont poussé ça pour que c'est pas mon rôle d'en parler. Hein. Je sais pas si vous avez des compléments. Je pense que surtout, ce qui est important, c'est de voir que pour la DGL, pour la direction de l'alimentation, en fait, c'est le risque. En fait, est-ce qu'ils sont capables de prendre le risque ou pas, en fait. Et on ne sait pas mieux. Du moins, on a là le principe de précaution qui s'applique et se dit bon, on va plutôt borner un peu et empêcher que les enfants de 5 ans ou de moins soient contaminés par des produits au lait cru. En fait, je pense que c'est plutôt ça la volonté à la DGL. Ah non, mais que ça soit la volonté, bien sûr, et c'est pas un problème de précaution, puisque c'est un vrai risque. Le risque existe, donc c'est de la prévention. Hein, ça n'est plus de la précaution. On m'a fait remarquer ça une fois, donc maintenant je le dis. Hein, c'est pas le principe de précaution, mais là c'est une mesure de prévention. Et c'est une mesure de prévention parce que quand on fait le lien direct entre un événement, fût-il très rare, et un coupable quelque part, ben, si l'administration n'a rien fait pour l'éviter, c'est sur eux que ça va tomber. Donc il va y avoir, les gens vont défiler dans la rue, on ne protège pas nos enfants. Hein. Le problème, c'est qu'on ne protège pas nos enfants contre ce risque-là, qui est facile à établir, mais est-ce qu'on protège nos enfants contre d'autres risques moins faciles à établir, comme le risque justement des pathologies allergiques, Dieu sait si c'est handicapant pour un gamin et une famille, etc., ou le risque par exemple d'infection, puisque je disais ça protège aussi contre les infections respiratoires de l'enfance. On meurt très bien d'une otite grave, hein. Mais on ne mettra pas le fromage au lait cru en cause dans la protection qu'il aurait pu avoir si on en avait mangé. Hein, c'est bien plus compliqué. C'est bien plus compliqué. Mais c'est aussi le problème du raisonnement sur les maladies aiguës et les maladies chroniques. On voit actuellement tout le bazar qu'il y a autour du Covid, et à juste titre, hein, parce que c'est une maladie aiguë. Hein, on a un virus, ça tue, ça remplit les hôpitaux, c'est facile à voir. Au même moment, les gens continuent à fumer comme avant, et avec le confinement, ils ont encore un peu plus fumé qu'avant. Et ça fera plus de morts in fine que Covid. Et pourtant, on s'en occupe beaucoup moins. Et on ne fait pas de prévention, alors que vous êtes tous avec des masques. Hein ? Vous illustrez un peu ce que je voulais dire, c'est exactement ça, mais le problème, c'est comment on peut encore... sur le fromage au lait cru pour les enfants de moins de 5 ans, les gens, ils savent, en fait, nos consommateurs, ils continuent à acheter du fromage et ils en donnent à leurs enfants, au moins dans nos territoires où il y a une habitude là-dessus. Et en fait, quelque part, l'État même se discrédite en faisant passer ce... Enfin, je pense qu'il y a un problème quand même de... Tout le monde... Si l'État n'assume pas, qui c'est qui assume? On fait assumer aux autres, en fait, la responsabilité qu'on peut prendre. Et là, on fait assumer aux collectivités. Donc, les collectivités, celles à qui nous, on vend... Enfin, une des collectivités sur lesquelles on habite qui vendait du lait cru a pris un avertissement, enfin, un défaut majeur parce qu'ils ont fourni aux moins de 5 ans. Donc, après, bien sûr, ils en font plus. Et puis, voilà. Donc, tout le monde fait ça. Et puis, enfin, mais moi, je suis allé voir c'était deux charmantes jeunes femmes qui sont à la Direction Générale de la Santé, donc côté santé, hein, pas côté DGAL, et qui s'occupent justement de ces problèmes de infection alimentaire, collective, etc. Et j'ai bien discuté avec elles et elles m'ont dit toutes les deux qu'elles avaient de jeunes enfants et qu'elles continuaient à leur donner des fromages au lait cru parce que c'était des fanats de fromage, les deux nanas, et tout ça, mais que par ailleurs, elles ne pouvaient rien dire sur la décision du ministère de l'Agriculture d'interdire dans les cantines, et qu'elles ne voyaient pas comment faire pour essayer de rectifier le tir. Et que l'État n'est même pas capable de venir discuter avec nous aujourd'hui, quand même. Et le fait que les gens enfin, représentant le ministère de l'Agriculture en région ne soient pas là, si vraiment ils étaient 6 sur 2, je veux dire qu'ils devraient être là.
il me considérerait comme une espèce d'illuminé, machin, et puis voilà. Et il dirait, mais si, vous voyez, il y a tant de cas, c'est hyper grave, chaque année, il y a 50 enfants qui meurent de syndrome hémolytique et urémique et tout ça. Ils ne peuvent pas dire ça. Il y a un enfant qui meurt tous les 5 ans. C'est dramatique, mais c'est un enfant qui meurt tous les 5 ans. Hein. Et c'est pour ça que moi je compte beaucoup quand même sur le travail qui va se commencer là, avec ce postdoc qui va être hébergé à VTOC Resup Lyon et qui va faire un travail en profondeur qui n'est pas très facile. C'est pour ça que personne ne s'est lancé. Moi, j'ai fait des petites analyses comme ça en prenant la bibliographie qui me semblait intéressante et en essayant d'avoir un peu des chiffres. Mais je reconnais que ce n'est pas du tout une vraie étude bénéfice-risque. Et donc, s'il fait cette vraie étude bénéfice-risque et qu'il peut amener ça à l'ANSES, qui reprendra le problème. Mais l'ANSES avait déjà fait un rapport où ils avaient conclu que pour eux, il n'y avait pas à prendre de mesures. Et c'est l'événement de la laiterie alpine là, qui a vraiment déclenché la mesure. Hein. Mais je pense qu'il faut vraiment compter. Alors, ça ne va pas sortir avant 1 an. Ce que j'espère, c'est que ça sera bien fait, mais on sera là pour veiller à ce que ça soit bien fait, parce qu'on est plusieurs à piloter avec des gens de provenance diverses, hein, y compris de la technologie laitière et fromagère. Donc, normalement, ça devrait être bien fait. Et je pense qu'on aboutira à plus de bénéfices que de risques. Alors après, est-ce que les pouvoirs publics accepteront cette étude pourtant bien faite pour changer leurs décisions? Dieu seul le sait. Ouais, c'est ça, moi, qui me... Parce que si on regarde bien l'instruction technique, c'est marqué qu'il y a une étude de l'INRA qui dit que c'est bénéfique, mais qu'il faut interdire. Donc, est-ce qu'après avoir fait toute cette recherche, ils ne vont pas conclure la même chose? Non, parce que, bon, moi j'ai bien analysé le rapport de l'ANSES. Moi, je travaille pour l'ANSES, mais justement, pour ne pas avoir de conflit d'intérêts, je me suis mis dans des gens qui travaillent sur les plantes, les compléments alimentaires, etc. Comme ça, on ne peut pas me dire que je suis juge et partie. Mais mes collègues qui travaillent sur les risques des produits d'origine animale ont fait un rapport qui a dû sortir en 2018 ou quelque chose comme ça, et qui effectivement arrivait in fine à dire que ouais, on pourrait imaginer d'interdire en dessous de 5, en tout cas de déconseiller beaucoup en dessous de 5 ans, etc. Mais que, étant donné la très grande rareté des cas, il semblait que c'était un peu disproportionné. Hein, donc ça, ils l'ont écrit, hein, mais ils ont fait un travail qui était un travail, je dirais, bibliographique un peu pur et dur, sans vraiment une mise en quantité, quoi, en quantification, c'est-à-dire quel est le pourcentage réel d'enfants protégés contre ceux-ci qui pourraient faire mourir chez tant de pourcents de la population, etc. Ils ne sont pas allés jusque-là. Ils ont fait une analyse des papiers qui parlaient de risques, ils ont fait une analyse des papiers qui parlaient de bénéfices, sans plus, sans faire vraiment ce qu'on appelle une analyse bénéfice-risque. Et ça, c'est ce qu'on veut faire maintenant. Et au plan européen, il y a aussi un groupe de collègues auquel je suis rattaché qui essaie aussi de faire cette analyse-là au plan européen. Donc ceci plus cela, je pense que pour le moment, il y a un mouvement de gens qui disent non, trop c'est trop, en tout cas scientifiquement, il faut qu'on progresse. Et puis après, entre la science et les gens qui décident, ça fait 1 an et demi qu'on voit comment ça peut se passer. Hein. Moi, je pense quand même se sont rendus compte aussi à un moment qu'ils avaient eu une exigence assez élevée, parce que dans les plans de suivi des produits au lait cru, alors je suis jamais très sûr, je pense que c'est la DGAL qui les lance au niveau national. Et quand ça revient au niveau région, quand il a fallu aller faire des prélèvements, la consigne qui a été donnée, c'est n'en faites aucun chez un producteur fermier direct. Allez dans un atelier d'affinage dans lequel il y a des produits fermiers qui sont revendus, donc avec une certitude que c'est des produits qui ont déjà été analysés dans la chaîne, et donc a priori de ne pas en rajouter auprès des producteurs fermiers en vente directe pure. Moi, je l'ai interprété comme ça. Et en plus, de se dire, si c'est positif, ça sera plus facile de s'en sortir. On arrivera à cerner la chose plus facilement que si on va... Donc,
il y a un certain recul. Pour autant, il est bien évident qu'ils vont pas mettre enfin, ils vont pas se contredire du jour au lendemain comme ça. Et après, on a... Enfin, moi, j'ai répondu à la question par rapport aux producteurs fermiers, où effectivement, ça n'a été que une part de leur marché auprès des collectivités. Et je suis entièrement d'accord avec Yannick qui précise que les producteurs qui ont reçu l'avis, ils ont dit « mais est-ce que je suis un dangereux criminel, quoi ?» Moi, je produis du lait cru tous les jours. C'est pas parce que je fais pas de fromage. Je suis reparti d'une réunion il y a quelques temps, enfin il y a assez longtemps, où justement on nous présentait les steaks pour la première fois. J'ai dit mais j'ai élevé mes filles avec du lait cru. Putain, j'ai eu de la chance, peut-être, je sais pas. Ou alors il faut que j'arrête, elles en boivent encore. On a réussi à me broyer le cerveau pendant 2 heures un après-midi où je me suis posé la question. Sur la route au retour, j'ai dit non mais c'est bon. Effectivement, quand on fait que ça, qu'on regarde les risques, les machins, et après on calcule et on se dit oui, j'ai été producteur de tabac, enfin, sur mon exploitation. Moi, il y a eu du tabac pendant 40 ans, donc je suis un criminel. Là, j'en suis sûr. J'ai mis la cigarette dans la bouche de personne, mais là, j'en suis plus sûr déjà. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est que du coup, de ça, il en est tombé autre chose parce qu'on pense aux producteurs fermiers, mais tous les producteurs laitiers aujourd'hui, ils sont pistés par leur entreprise avec des analyses très, très, très régulières. Donc, c'est 3 fois par mois, mais on échantillonne à chaque collecte. Donc, quand il y a une cuve positive, on retourne chercher l'échantillon. Donc, ils passent leur vie à ça. Et on met une pression auprès des producteurs pour améliorer. Alors, jusqu'il y a quelques temps, j'aurais dit, en plus, on n'a pas vraiment de solution. Aujourd'hui, on a des pistes qui semblent être des solutions pour diminuer le risque steak, qui semblent assez crédibles. Mais c'est un travail de cinglé. On y passe un temps fou, et on n'a pas le choix, parce que de toute façon... mais au moins, je pense que ça servira à une chose, c'est qu'on aura déjà des éléments pour dire qu'en plus, on va réduire notre charge de pathogène dans le lait dès le départ. Et moi, ce que je suis content d'avoir entendu aussi, c'est que, effectivement, dans le lait cru, on sait qu'il va aussi éventuellement avoir des bonnes bactéries qui vont lutter elles-mêmes contre les mauvaises, ça on le sait, il y a longtemps. Et puis après, j'ai aussi entendu que le lait à... thermisé, il est encore pas si mauvais que ça. Bouilli chez nous, il est pas si mauvais que ça. Pasteurisé, c'est déjà moins bien, mais voilà, on n'est pas à l'UHT. Et à chaque fois qu'il a été présenté, soit à l'INAO, soit à la DGAL, des solutions disant, après une crise, et pas en préventif, après une détection de pathogènes, est-ce qu'on peut proposer à l'éleveur de thermiser son lait, le temps de trouver l'origine, de trouver la solution dans l'élevage, et de repartir sur du lait cru derrière, et ça nous est strictement refusé. C'est-à-dire que nous, en tant qu'AOP, la personne, si elle essaye de faire ça, elle perd son AOP, c'est invendable. Alors qu'aujourd'hui, j'entends bien dire qu'on n'est pas en train de faire du lait UHT quand on thermise, que c'est réellement différent. L'étude, elle a porté dans le comté, dans son process de fabrication, le lait, il est monté à 57 degrés. Ici, tous autant que vous êtes, vous faites des produits lactiques. Je pense que les salles de transformation, c'est 20 et quelques degrés. Donc, on n'a pas cette solution-là. Donc, on est d'autant plus emmerdé. Et on a quand même conscience qu'effectivement, faut pas... Enfin, nous, en tout cas, on dit à nos éleveurs qu'effectivement, il faut quand même faire attention à cette charge bactérienne pathogène qui est potentiellement dangereuse. Et on est bien d'accord que le risque, il est minime, mais qu'en attendant, quand il y a un cas, la filière, elle s'écroule. Donc, c'est aussi de notre rôle de minimiser ce risque. Mais en attendant, on se sent quand même très démunis pour aider nos éleveurs pour le faire. Et quand, en tant que président d'AOP, la seule réponse qu'on peut donner à des producteurs fermiers, c'est « assurez-vous, votre assurance paiera », eh ben, je peux vous dire que vous n'êtes pas fiers. Mais encore il n'y a pas longtemps, c'était les seules réponses qu'on pouvait donner. Le boulot qui est fait par toute la filière sur les steaks en ce moment commence à nous donner des pistes, mais moi j'appelle ça des pistes, effectivement. On n'a pas de solution encore, mais on a des bonnes pistes. Merci. On va prendre une autre question. Je voulais compléter la réponse à la question précédente, donc ça remonte un peu, donc on revient au sujet d'avant. Il se trouve que j'ai fait partie d'une petite délégation de la Confédération paysanne qui a rencontré 3 responsables sanitaires du ministère de l'Agriculture. C'était juste avant que le papier sorte, c'était entre l'accident, enfin la personne, l'enfant handicapé, je crois qu'il était que handicapé, un organe détruit, il n'est pas mort, je crois, enfin, je ne sais plus bien.
Et on a argumenté beaucoup, on a présenté l'étude qui nous a été présentée tout à l'heure et toutes nos connaissances sur enfin, tout ce qu'on dit aujourd'hui, quoi. Et la seule réponse qu'ils avaient toujours, c'est un enfant qui meurt, on doit faire quelque chose. Un enfant handicapé, on doit faire quelque chose. Un seul, ça suffit. Donc, je crois que pour prendre la décision, ils ne vont pas très loin. Enfin, en tout cas, ils nous ont caché des choses, mais ils nous ont simplement dit qu'un seul problème, il fallait qu'ils fassent quelque chose. Est-ce qu'on arrête l'industrie automobile quand un enfant qui va en crèche meurt avec son père qui l'emmène à la crèche? On leur a dit. Je pense qu'on leur a dit ça. Il faut qu'on arrache les lignes. Ben, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Mais en particulier, c'est vrai que la mort des jeunes enfants, elle est tellement plus par accident de voiture que par syndrome hémolytique et urémique. Et puis les avantages ne se voient pas tout de suite, comme vous disiez tout à l'heure. Ah ben non, pas du tout. Les avantages peuvent se découvrir dans les 15 premières années. Donc on ne peut pas faire le lien avec le lait cru. Non, c'est bien ça le problème. Mais je pense que l'argument de dire un cas est inadmissible, il y a des tonnes de maladies qui ont beaucoup plus de cas que ça, dont on connaît parfaitement l'origine, y compris alimentaire, et pour lesquels on ne fait pas d'action. Parce que le syndrome hémolytique et urémique, la plus grande cause, et ça, quel que soit le pays, etc., c'est le steak haché. Et donc là, ils disent, mais on a dit qu'il fallait le cuire à cœur. Oh là là, je pense qu'on va vérifier chacun des 300 steaks hachés cuits en collectivité, etc., pour les cantines. Donc on a fait ce qu'on devait, on a dit il faut le cuire à cœur. Or, vraiment, la proportion de cas venant des steaks hachés est beaucoup plus importante, sans parler des légumes, des contacts interpersonnels de gens qui ont été contaminés, on ne sait pas comment d'ailleurs, parce qu'ils n'ont aucun facteur de risque retrouvé. Et finalement, les crus, et surtout les fromages au lait cru, c'est une toute petite part de l'ensemble des syndromes hémolytiques et urémiques. Donc pourquoi on met le focus sur cette toute petite part et qu'on n'interdit pas aux enfants d'aller visiter une ferme, et d'ailleurs aux enfants des fermiers de vivre à la ferme de leurs parents, puisqu'il y a plus de risques que de manger du fromage au lait cru, parce que c'est sans fin, quoi, je veux dire. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on insiste sur certains facteurs de risque et qu'on a l'air de négliger totalement les autres. Comme pendant longtemps, l'hystéria, c'était fromage au lait cru, alors que de notoriété publique, c'était le saumon fumé en sachet. Et personne ne disait aux femmes enceintes, surtout pas de saumon fumé. Alors qu'en France, on en mange autant qu'on ne mange de fromage au lait cru. Des pays où on ne mange pas de fromage au lait cru, où il y avait des listeria, autant qu'en France, en proportion. De toute façon, aux États-Unis, la première cause, c'est les fromages pasteurisés, réinfectés. Moi, je suis un ancien éleveur et je rejoins Yannick, là. Il y a de quoi s'inquiéter, et notamment du fait que, pour répondre à tout ça, les pouvoirs sanitaires nous mettent la pression pour faire baisser le nombre de germes dans le lait, globalement le nombre de germes. Il ne faut pas de cellules, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'infection. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que de tolérer un petit peu plus de bactéries dans le lait, de pathogènes, enfin pathogènes doux dans le lait, est-ce que ce ne serait pas une solution? J'ai travaillé un petit peu avec un chercheur qui s'appelait Bernard Berthet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui avait un laboratoire de recherche dans les Alpes, et qui essayait de définir un profil référentiel microbien, c'est-à-dire de voir quel était l'équilibre des bactéries, de diversité de bactéries qu'il pouvait y avoir dans le lait, dans le foin, dans le fumier, dans toutes les étapes de vie d'un animal, quoi. Est-ce qu'il y aurait pas, est-ce qu'il ne faudrait pas se méfier un petit peu plus de justement cette exigence de zéro bactérie partout, quoi? Qui souhaite répondre? C'est clair que
la biodiversité est un garant, enfin microbienne, est un garant de l'équilibre et de l'absence de pathogènes. Hein. Trop d'hygiène tue l'hygiène. C'est ce qui se passe dans les hôpitaux avec les infections nosocomiales. Plus on est extrêmement rigoureux, et bon, il faut l'être pour certaines interventions, etc., et plus on a... Dès le moment où il y a un pathogène, il va croître et embellir immédiatement puisqu'il n'a aucun compétiteur. Et je pense que vous êtes tous au courant, il y a de très beaux travaux qui ont été faits par nos collègues de l'INRA d'Aurillac et aussi de l'Université de Caen sur le Saint-Nectaire, sur le Livaro, etc., montrant bien que justement la meilleure protection contre les listeria, c'était un certain équilibre bactérien dans le lait initial, et donc dans le fromage initial au lait cru, qui justement, si on veut bien, empêchait les listeria de se développer. Et donc, c'est des travaux qui sont vraiment de très bonne qualité, qui montrent les choses parfaitement bien. Ils ont identifié quelles étaient les associations microbiennes les meilleures. Donc, on peut travailler à partir de ça. Et je pense que plus on ira vers des laits très pauvres, et déjà, ça s'est appauvri considérablement dans les 20 dernières années. Hein. On arrive à des laits qui ne sont plus fromagés tellement ils sont pauvres, tellement ils sont propres. Hein. Donc il y a un moment où il faut arrêter ça. Alors évidemment, c'est un problème aussi de politique générale et d'organisation de la société. Est-ce qu'on ne veut que de la grosse industrie qui est condamnée quelque part à refaire le lait après l'avoir défait, essentiellement pour gagner de l'argent, et remettre ensuite des saveurs additionnelles, etc., pour que ça ressemble au lait cru? C'est vraiment un problème de société, ça dépasse les arguments scientifiques, etc. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un mouvement actuellement chez les consommateurs, et ça, vous le sentez bien. La preuve, c'est que ce que disait Yannick, que ça n'a pas trop impacté sa production, parce que finalement, comme par ailleurs, il y a une augmentation de la demande de la part de certains, bah, ma foi, ça a épongé la perte des collectivités, etc. Mais je pense que... Enfin, moi, ce que je vois autour de moi et dans les gens que je rencontre en faisant ce genre d'exposé et tout ça, c'est que le consommateur, et dans ma famille, mes amis, etc., c'est tous des fanas et c'est pas forcément que des petites filles de paysans comme moi. Je veux dire, ils aiment ça parce qu'ils aiment ça. J'avais à table dimanche un couple chinois et suisse. Je veux dire, ils se sont régalés avec le Mont d'Or. Hyper à risque, évidemment. Mais c'est au-delà du culturel. Et au contraire, c'est ce que dans notre culture, les étrangers apprécient. Donc, je pense qu'il y a un mouvement fort qui peut quand même, à terme, faire revenir un peu en arrière. Je ne suis pas totalement pessimiste. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit sur la totalité des germes. Je pense que c'est sur les pathogènes, en fait, le problème. Et je pense que c'est un message qui passe beaucoup à la population, en fait, qu'on veut des produits diversifiés, mais des produits sûrs, en fait. C'est plus sur les pathogènes, en fait, que se greffent les choses. Non, mais le problème, c'est que si, enfin, dans une logique administrative et de contrôle, qui sont essentiellement des contrôles quantitatifs, dès le moment où votre but, c'est de diminuer un pathogène, vous allez en même temps diminuer les non-pathogènes. C'est presque automatique. Hein. C'est-à-dire que vous aurez du mal à garder votre biodiversité non pathogène si, pour éliminer un pathogène tous les 10 millions, vous faites une pression d'hygiène qui empêche toute contamination par des non-pathogènes. Quelque part, une contamination quand même. La plupart des bactéries, elles ne sont pas dans le lait au départ. Hein. Les autres non-pathogènes sont venus de l'environnement, du traitement. Enfin, tout ça a été fort bien étudié, vous le savez mieux que moi. Et donc, pour réduire
un pathogène à l'occasion, vous allez réduire d'un log les non pathogènes. Forcément. Une réponse rapide, après on passera à une autre question. Non, ce que je veux dire, c'est que parfois les producteurs de lait cru ont des pratiques qui sont moins à risque que des producteurs en lait thermisé, parce que comme ils savent qu'en lait thermisé, on a le lait thermisé au final, eh bien, ils auront des pratiques plus à risque en fait. Donc le fait d'avoir des producteurs qui sont sur du lait cru, ils connaissent les facteurs de risque et donc ils prennent des mesures en fonction de ces facteurs de risque. Si bien qu'au départ, on peut se dire que du lait cru, c'est plus risqué, mais si la pratique est faite correctement et qu'il y a un bon contrôle, au final, on a quelque chose d'au moins équivalent. Bien sûr, c'est comme les poulets qu'on arrose d'eau de Javel aux États-Unis. On va prendre une autre question. Je veux bien compléter quand même. Rapidement. Puis après, on arrose tout d'eau de Javel et le problème est réglé. Il y a une étude qui avait été faite dans les années 60 dans le brie de Meaux. La moyenne des germes de collecte, c'était 1 million de germes au millilitre. Et il y avait 80% de lactobacilles, donc c'est ce qu'on recherche a priori. Aujourd'hui, ces moyennes de collecte, dans des zones où on n'a pas d'exigence, globalement, elles sont à 50 ou 60 000, et il reste 10% de bactéries favorables, de lactobacilles. Donc, effectivement, c'est compliqué. Mais en même temps, pour ça, on ne pourra jamais revenir en arrière, parce que c'est la lutte contre les pathogènes qui a fait que c'est descendu comme ça. Et après, effectivement, c'est pas que sur de la désinfection, de l'entretien, etc. C'est que déjà, quand on traite plus au seau, dans une étape où quelqu'un est en train de donner du foin en même temps qu'on traite, déjà, des lactobacilles, on en a moins. Le lait, il fait le chemin du trayon au caoutchouc ou au silicone dans l'inox. Déjà, là... alors, à moins qu'effectivement, on veuille revenir aussi à une traite au seau dans une étape où on se coud du foin en même temps. Allez-y. Oui, mais on est encore dans des degrés de lactobacilles qui permettent d'une fromageabilité quand même. Donc tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Pour certains fromages, on commence à être en dessous. Hein. On va prendre une question. Oui, alors moi je voudrais intervenir. Je suis pas du tout de la profession. Je suis correspondant des Amis de la Confédération paysanne. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir affaire, j'entends des choses très intéressantes, à beaucoup de producteurs qui se heurtent à un système administratif qui est complètement débile. Mais il n'y a pas que dans ce domaine, malheureusement. Donc, le rôle des Amis de la Confédération paysanne, c'est de faire passer le message avec les consommateurs. J'ai bien dit acteurs. Par rapport à nos modes alimentaires, par rapport à nos habitudes. Donc, je rejoins ce que Dominique nous a dit jusque-là, qui est quand même rassurant. Je suis plutôt optimiste. Voilà. Par rapport à ce qu'a dit Élise, sur se réapproprier l'alimentation dans les lieux collectifs, j'ai été cheminot quand j'étais en activité, et le CE de Limoges, avec d'autres CE régionaux, on est en train de renégocier à la cantine le passage aux produits locaux, si possible en bio. Et là-dessus, on a un travail d'éducation. Je suis aussi à Attaque, d'éducation populaire. Là, on est dans un milieu pro. Les gens, ils n'entendent pas ça, ils ne regardent pas ça sur BFM TV, malheureusement. Peut-être qu'ils en parleront sur Arte. Il faut qu'on informe les gens, nous, société civile, pour qu'ils n'aient plus peur des idées fausses qui se font sur tout un tas de produits, pour arriver à rééduquer à tous, y compris à moi, notre alimentation, les traitements sur les enfants, le problème des femmes enceintes, parce qu'après ça colporte tout un tas de systèmes, et on a tout un travail éducatif. Ce qui me rassure, c'est que grâce à l'effet Covid, on a beaucoup de copains producteurs sur des petites fermes, il y a eu un boom, il y a eu de la demande dans tous les domaines agricoles, que ce soit en maraîchage, en production laitière ou autre chose, et où c'est monté assez vite, et on a dit ça va se casser la gueule parce que ça va pas tenir, les gens ils reviendront chez Leclerc. Je parle du Limousin, enfin à proximité de Limoges, les copains ils sont tous au taquet parce qu'ils ont du mal à fournir, et ça c'est très rassurant. Et on est en train de gagner, et beaucoup chez les jeunes, dans les consciences, ils veulent s'alimenter autrement. On ne parle pas du rapport prix. Bon, il y a quand même un problème de coût puisque les salaires sont pas très en hausse. Mais il y a des choses qui sont en train de bouger. Et là, j'ai plus confiance. Et nos producteurs qui produisent des bons produits, des produits naturels, je pense qu'il n'y aura pas cette crainte. Quoi qu'on en dise sur un cas, ou même si c'est malheureux, c'est en train de gagner les consciences. Il faut continuer à faire des bons produits. Et nous, on fera le nécessaire pour faire savoir qu'il y a des gens qui sont formés, qui sont compétents, compétitifs,
et qui sont responsables. Ils ne nous font pas bouffer de la merde, ceux-là. Je ne parle pas de l'agro-industrie. Et qu'il faudra se détourner de cette agro-industrie pour contrecarrer. On a un pouvoir, les consommateurs. Et à nous de faire passer le message, auprès aussi de certains autres syndicats agricoles qui sont restés dans le productivisme. Voilà, c'est aussi à dire. C'est pareil sur les pesticides, c'est pareil sur le gluten. Donc, on a du boulot à faire, mais je pense qu'on va vers des choses intéressantes. Et après, on peut aussi, par le biais politique, parce que c'est un problème politique général, il y a des choix de société à faire, et auprès de nos politiques, faire les démarches nécessaires pour qu'on n'arrive pas à ces absurdités de la part de l'administration et que les lobbies aient un peu moins de poids sur l'agriculture. Merci. Il y a des réactions ou... Oui, je voulais juste rebondir, merci. Individuellement, c'est vrai qu'on voit, notamment nous, à KGT Fourchette, on a aussi une proposition pour les particuliers, et là on voit qu'il y a une vraie envie, une vraie demande sur les produits locaux de qualité. Après, au niveau de la restauration collective, c'est quand même un bras de fer entre les risques alimentaires, enfin de sécurité alimentaire, et puis les produits locaux, où on est constamment à dire, en fait, continuer à proposer des produits locaux, et en même temps, par exemple, je prenais l'exemple des œufs, à chaque fois quand on parle des œufs, il dit non, c'est trop dangereux, on n'y va pas. Du coup, je lui dis mais c'est une bonne alternative, notamment sur les propositions de menus végétariens, et ils préfèrent aller sur du steak de soja, par exemple. Et du coup, on a un gros travail à faire là-dessus, parce que le steak de soja, il n'y a pas de problème en fait, tandis que c'est pas un problème à risque. C'est pas un problème d'aliments à risque. Et tandis que les œufs, il y a un protocole à suivre. C'est un poids énorme pour les cuisiniers et les cuisinières qui le travaillent. Il faut qu'ils mettent en place un protocole, il faut qu'ils justifient le fait qu'ils le prennent. Enfin, il y a tout un travail en amont, et ça leur demande un petit peu plus de volonté, de courage, de le mettre en place dans leur établissement. Et ça, c'est des choses sur lesquelles qu'on accompagne autant qu'on peut pour essayer de développer l'approvisionnement de ces produits locaux dans les établissements. Mais c'est pas perdu, parce qu'en fait, du moins moi je vois à La Châtre, le lycée et le collège, maintenant ils travaillent avec des œufs fermiers, ça se développe, ils ont compris qu'il y avait une procédure à faire, ils sont adaptés, et dès lors que le gestionnaire et le cuisinier sont de concert d'accord pour aller vers ça, c'est un peu plus de contraintes, mais c'est plus valorisant aussi pour le cuisinier en fait. Il y avait une question ? Après, moi, par rapport au niveau, j'ai deux remarques. Il y a une remarque, c'est par rapport aux cantinières. Et quand elles sont toutes seules dans leur cantine et qu'elles appellent la DSV pour savoir est-ce qu'elles peuvent mettre du lait au moins de 5 ans, et qu'on leur dit vous êtes informés, eh ben oui, mais on fait quoi? C'est ça. Et donc, je comprends qu'elles ne veulent pas prendre le risque, même si elles ont que 25 enfants, quoi. Et qu'elles en ont 5 de moins de 5 ans. Mais n'empêche que la responsabilité leur retombe dessus. Et si elle demande alors au maire, qui est normalement responsable aussi, le maire il dit non, on ne va pas prendre de risque. Et de ce fait-là, je les comprends tout à fait. Après, le problème, il est que sur des fromages affinés de 3-4 mois, par exemple de la tome ou des choses comme ça, elles ne prennent pas le risque non plus, parce que c'est lait cru. Oui, mais alors ça c'est ridicule, parce que dans l'instruction technique, il est clairement dit qu'il y a des exceptions. Mais c'est en petite lettre. Mais il y a des tomes pas cuites, mais si elles sont affinées très longtemps, même les États-Unis les acceptent comme importées. Alors bon... Oui, non, ça d'accord. Et après, au niveau analyse des laits, moi j'ai des analyses tous les mois, là, parce que je fais de la vente de lait cru. Et donc, on fait Flore Totale. Mais Flore Totale, quand elle est à 20 000, normalement, c'est moins de 50 000 pour vendre du lait cru. Mais quand elle est à 20 000, moi, ça me fait peur, parce que mon lait, il n'y a rien dedans. Et donc, je me dis que s'il y a un truc qui passe, il va être contaminé. Par contre, s'il est à 60 000, 70 000, ça me va, parce que ça veut dire qu'il y a de la vie. Et on s'aperçoit dans les Alpes, pendant une période, ils étaient à 50 000, et ils se sont aperçus que c'était moins bien fromageable, ils sont passés à 100 000, et ils n'ont pas plus de problèmes aujourd'hui. Donc il y a un moment, ces bases-là, il faut en tenir compte. Alors quand on vient contrôler, que vous êtes régulièrement à 70 000, 80 000, on vous dit ça c'est pas très bien.
Mais n'empêche que je suis plus sûr, je suis plus tranquille avec du lait à 80 000 qu'avec du lait à 20 000. Mais après, c'est mon... Je pense que c'est scientifiquement correct. Non, c'est vrai, c'est sûr, c'est sûr. Et en plus de ça, c'est pas parce que vous êtes à 60 000 versus 20 000 que ça veut dire que vous n'avez pas de pathogène dedans ou que vous en avez. C'est d'autant plus ridicule que ça ne reflète pas le vrai risque. C'est un indicateur qui n'a rien à voir avec le risque. Hein? Parce que ce n'est pas proportionnel. Ce n'est pas parce que vous avez tant de germes que là-dedans, il va y en avoir 1 ou 20 ou 100 pathogènes. Hein? Donc c'est pour ça. Il faudrait de temps en temps que les gens qui nous gouvernent soient carrés avec eux-mêmes. Mais pour rebondir sur les produits locaux et la crainte éventuellement qu'il y ait des problèmes sanitaires avec les produits locaux, il faut quand même se souvenir que, parlant de syndrome hémolytique et urémique, qui est le sujet qui a fait basculer les choses, la plus grande épidémie européenne, c'était le fameux fenugrec, donc un truc végétal, pas du tout de proximité, puisque on a eu des cas en Allemagne, en Espagne, et un petit peu en France, mais les camions ont roulé vite, apparemment, il y a plutôt eu aux deux extrêmes, mais la proximité, elle était relative. Hein. C'est à des milliers de kilomètres que la même production a contaminé. Et ce n'était pas un produit animal, et surtout pas du lait cru, puisque c'était des germes, machin, du fenugrec germé. Mais à la base, on accusait le concombre, et ça n'avait pas été bon pour les producteurs de concombre. Oui, mais justement, on arrive à dire tout et n'importe quoi. Mais là, pour le coup, on a vraiment tracé très précisément cette épidémie fenugrec, donc on la connaît par cœur, et pour le coup, les souches étaient bien les mêmes, etc. Ça, c'est un truc vraiment prouvé. Or, on n'a pas interdit la consommation de fenugrec en France. Et puis par rapport à la salmonellose chez M. Bernier, oui, là c'est encore plus grave. Et on nous casse les oreilles tous les matins là, parce qu'on fait des trucs peut-être dangereux. Et lui, il fait dans du lait infantile des tours qui sont contaminés et il continue à commercer. Mais ce qui est assez fantastique, c'est que à ce moment-là, il y a des gens qui sont allés, qui ont discuté avec les responsables des réseaux de suivi justement des infections à salmonelle, etc. Et ils découvraient que c'était du lait qui est plus que pasteurisé, il est plus que stérilisé. C'est un truc qui est plus sans germe que ça, tu meurs au départ. Hein. Mais les gens dont c'est le boulot dans la vie de suivre les infections à salmonelle ignoraient le processus de production et découvraient que ce lait infantile était du lait stérilisé au départ. Alors là, j'ai trouvé quand même ça un petit peu gros, quoi. Parce que, ah bah bien sûr, enfin on en a beaucoup parlé sur le moment, mais il a recommencé à produire alors qu'il n'avait pas l'autorisation de recommencer. Hein. Fais la même chose sur ton élevage, tu vas voir. Yannick voudrait dire quelque chose ? Oui, non, moi c'était juste de dire par rapport aux consommateurs, c'est vrai qu'on est suivi par les consommateurs, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Aussi dire que ce qu'on fait de produire au lait cru, c'est une activité économique quand même. Moi par exemple, j'ai 5 salariés sur la ferme. Je pense que si je faisais des produits dangereux, j'aurais pas 5 salariés, à part Bayer et Monsanto, personne ne vit en faisant des produits dangereux. Mais sinon, voilà, donc on est quand même bien suivi par les consommateurs. Par contre, un truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai depuis septembre une apprentie dans ma ferme qui est en CS, donc certificat de spécialisation, transformation fermière à Aurillac, et il ne transforme que du lait pasteurisé. Donc ça, je trouve ça quand même dommage que c'est la nouvelle génération ou la génération future de fromagers, et ils apprennent à travailler que du lait pasteurisé, jamais de lait cru. On approche de la fin, on a encore 2 questions. Je ne sais pas où. Une petite. Au risque de paraître cynique, est-ce qu'on peut imaginer que, sous couvert de protection de la santé, cette instruction soit plutôt destinée
à détruire la production paysanne au profit de l'industrialisation de la nourriture, comme on voit sur le camembert, comme on voit sur d'autres choses. C'est là qu'on ne répond pas. Et comme disait l'autre, qui ne dit mot consent. Moi, je veux bien faire une autre réponse, c'est que, sans les citer, vous parlez de beaucoup d'industriels qui ont sûrement des idées différentes de celles qu'on peut porter dans les AOP ou dans les produits fermiers, mais nous, il se trouve qu'on travaille avec des gens qui sont effectivement des agro-industriels, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont assez spécialisés dans les produits au lait cru, qui cherchent plutôt ces zones-là d'ailleurs, et qui sont très emmerdés par cette directive parce que ça leur coûte énormément de pognon en analyse quotidiennement. Et que je connais un atelier, par exemple, où il est fabriqué, alors c'est sûrement un très grand industriel qui fabrique environ 600 tonnes de fromage et qui détruit environ, selon les années, entre 50 et 150 000 euros de fromage parce qu'ils sont positifs à ci ou à ça, donc en général au steak et à l'hystéria. Ça les amuse assez moyennement. Ils préféreraient ne pas les détruire. Ils n'ont pas l'impression de produire de la merde. Ils respectent le même cahier des charges que tous les autres producteurs. C'est un produit laitier. Il est collecté tous les 2 jours dans le tank des producteurs, y compris dans le mien. C'est pour ça que j'en parle en le connaissant assez bien. Et effectivement, il y a parmi ces industriels-là des gens qui souhaitent vraiment et qui défendent le lait cru. Et pour aller régulièrement à des réunions et à des confrontations, certaines fois avec des boutiques avec l'administration qui veut pas forcément le voir, ils sont à nos côtés pour le faire, quoi. Et c'est les premiers à subir ces choses-là. Donc, il y en a peut-être dans le lot. Je dirais que, comme dans toutes les professions, il y en a des biens, des pas bien. On a une émérite qui, moi, m'intéressait énormément. Je pense qu'il y a des gens qui ne doivent pas penser comme elle et qui peuvent tirer un peu la chose de l'autre côté. Mais en attendant, il ne faut pas les mettre tous dans le même sac. Et on a vraiment des gens qui bossent avec nous, qui nous aident à avancer sur ces dossiers-là. Aujourd'hui, par exemple, les contrôles steak, chez eux, c'est tous les jours, chaque fois qu'il y a un lot de fromage qui sort, il y a une analyse et elle doit être négative. Aujourd'hui, c'est que chez eux. Chez les producteurs fermiers, évidemment qu'on n'a jamais mis ça en place. Enfin, moi, ça risque pas. Mais en plus, quand il a été question de dire, dans les autocontrôles, il y a les listeria et vous envoyez un papier buvard de votre lait régulièrement pour savoir s'il y en a dedans, nous, la seule chose qu'on conseille, après avoir vu ce que font ces industriels, c'est dire il faut qu'on le refuse tant qu'on n'a rien de clair au niveau des steaks, parce qu'on est incapable de vous guider sur vos exploitations pour que ça aille mieux. Alors je disais bien, on a des pistes, mais aujourd'hui on est à l'état de piste. Et ces industriels-là, s'ils pouvaient continuer à bosser du lait cru comme ils l'ont travaillé avant, ça les intéresserait sérieusement. Et ils ont fait des essais, et de nombreux essais, pour éviter cette charge pathogène quand il y en a. Et s'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passeraient. Oui, mais sauf que, en fait... En tout cas, c'est avec cela qu'on bosse en région. Et c'est quand... Mais non, c'est sûr que oui, mais c'est quand même le consommateur qui décide, en fait. Toujours le même. Mais si en France, moi la question que je me pose aujourd'hui, c'est si en France on n'avait pas le Comté, le Beaufort et tous ces grands fromages au lait cru, on serait en état aussi, non? Peut-être bien, oui. Oui, je pense que quelque part, ils portent un certain niveau de défense. Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence, mais eux-mêmes sont quand même régulièrement attaqués, pas par l'aspect bactériologique, maladie, etc., mais par des OPA commerciales violentes sur les affineurs, sur les producteurs, sur les cahiers des charges où il y a de l'entrisme dans la rédaction des cahiers des charges, etc. C'est quand même une lutte, même pour les très gros, enfin par rapport aux autres en lait cru, c'est une lutte de tous les instants. Pour avoir bien connu le précédent directeur qui a écrit récemment un très beau bouquin justement sur l'histoire de la filière Comté et du CIGC, il y a des moments, ça a été hard. Et s'il n'avait pas tenu vraiment bec et ongle,
je veux dire, qui serait bouffé. Hein. Le comté, ça serait Lactalis, hein, sincèrement. Et donc, oui, bien sûr, comme ça s'est fait en Roquefort. Et donc, ça faisait partie des OPA à faire. Bon, donc les locaux et le système coopératif franc-comtois a fait que ils étaient solides et droits dans leurs bottes, mais le droit dans ses bottes a été difficile. Hein, difficile. Mais moi, ce qui m'a assez réconforté, j'ai assisté il y a 3 ou 4 ans à une assemblée générale du Morbier et Mont-d'Or, donc les petites AOP, entre guillemets, franc-comtoises. Et donc, je faisais un peu un topo comme ça. Mais il y avait l'Assemblée générale, donc il y avait les gens qui causaient, et puis il y avait des questions-réponses. Et ce que j'ai pu voir, c'est que le président en exercice, qui était un type assez âgé, commençait à dire peut-être que, surtout pour le Mont-d'Or, il faudrait qu'on fasse comme les Suisses, qu'on passe au pasteurisé, etc. C'est trop compliqué, et puis on en jette 16%, c'est vraiment trop, etc. Et c'est les jeunes dans l'assistance qui ont dit « Ah non, il n'en est pas question, nous on tient à ça, etc. » Et ça, j'ai trouvé très positif, quoi. Hein. Et j'étais allé une autre fois dans un truc qui se passait dans un lycée agricole de Levier, et les étudiants les élèves de première avaient fait, il y avait eu tout un exercice à faire sur les avantages et inconvénients du lait cru versus pas lait cru, etc. Et ils avaient fait des très très beaux posters avec justement les avantages, les inconvénients. C'était très joliment fait, mais aussi très réfléchi. Et ils mettaient beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et en discutant avec eux, on voyait bien qu'ils étaient beaucoup plus vers ça, comme élèves d'un lycée agricole très tourné vers l'élevage et la production fromagère, que contre, quoi. Enfin, donc ça aussi, c'est des signaux, il me semble, hein, dans la profession, qui sont pas si mauvais que ça, quoi. Il y a les consommateurs, mais il y a quand même aussi les jeunes. Alors, ce qui serait dommage, c'est que dans les écoles de laiterie, fromagerie, etc., là, les choses basculent et qu'on n'éduque plus, et ça c'est un peu inquiétant au Aurillac, là, on n'éduque plus qu'en pasteurisé, quoi. Parce que ça va contre ce que les jeunes eux-mêmes, visiblement, demandent. Donc, c'est pas bien. Monsieur Aubailly, vous vouliez dire une dernière chose ? Non, mais après, sur la formation, c'est vrai que non, ça fait longtemps, en fait, qu'à Aurillac, ils font déjà avec du lait pasteurisé, en fait. Mais il y a des formations à nous où ils travaillent avec du lait cru dans l'Indre, donc Philippe, tu es là pour en témoigner, en fait. C'est quand même dangereux que une zone comme Aurillac, où il y a des Saint-Nectaire, des salaires tradition, des choses qui vont se perdre si on ne prend pas conscience du truc, et qu'on soit capable, dans l'école fromagère de cette zone-là, de travailler que du lait pasteurisé. Le lait pasteurisé, il ne règle pas le problème. Hein. C'est ça, à un moment, c'est qu'il ne règle pas le problème. Le lait pasteurisé, il est largement aussi dangereux que le lait cru. Et ça, à un moment, il faut le dire aussi. Et moi, j'en produis aujourd'hui et je prends des risques tous les jours. Mais je continuerai à prendre des risques. Le jour où on me dit, tu passes en pasteurisé, j'arrête de faire du lait de ma ferme. Parce que sinon, je vais l'acheter en Espagne ou en Allemagne ou aux Pays-Bas, je le pasteurise, je le mets en fromage avec le ferment qui va. Vous savez bien comment ça se passe quand même. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus surprenant à Aurillac qu'il y a une équipe de recherche INRA qui a beaucoup bossé sur le sujet et qui a des résultats tout à fait patents. Et bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là peut-être pour se laisser un peu le temps pour un moment convivial de dégustation à la fin. Et je vais inviter Sylvain Gourbeau, qui est coporte-parole de la Confédération paysanne de l'Indre, à venir nous dire un petit mot de conclusion. Merci. Oui, un petit mot pour terminer cet après-midi qu'on voulait faire depuis 2 ans. C'était un sujet encore chaud finalement. On a eu du mal à le caler. On est content d'avoir réussi. On est content que vous soyez si nombreux. C'était très intéressant, très riche. C'est bien qu'il y ait des CS Caprins qui soient là.
des futurs producteurs. Donc vous en savez encore un peu plus sur votre futur métier. Ce que je voulais dire, c'est que ça revient à... Enfin, ce qu'on a pu voir, et puis les échanges là de la table ronde, c'est que parfois le système nous fait perdre le bon sens. Ça paraît du bon sens de consommer ces produits, et même pour des enfants, même s'il y a un risque, bénéfice-risque, toujours le truc. Et on perd le bon sens. Souvent, dans la profession, on se vante du bon sens paysan. C'est vrai, des fois, enfin, le bon sens... Oui. Il y a trop d'herbe, je sais pas moi, au printemps, du coup on le stocke pour en avoir l'hiver quand il y aura plus d'herbe. C'est du bon sens. J'ai fait une bonne année cette année. Je stockerais bien de l'argent pour en avoir une année où j'ai pas de revenus, mais ça serait du bon sens. Mais des fois, il vaut mieux pas stocker de l'argent. Avec le changement climatique, il y a des choses qui seraient plus malins de faire parce que c'est compliqué, ou alors il faudrait les irriguer. Alors ce qui serait malin, c'est de stocker l'eau l'hiver pour arroser l'été, mais c'est un autre débat et je vous bassinerai pas avec ça. Bref, des fois, le système il perd son sens. D'ailleurs, il y en a plein de gens qui viennent vers nos métiers ou nos professions, pour retrouver du sens. On travaille avec du vivant, c'est passionnant. D'ailleurs, c'est interminable. On pourrait parler avec Madame Vuitton jusqu'à ce soir, je pense. Je voulais passer du coq à l'âne, mais je vais passer de la chèvre à la poule. Puisque depuis 2 semaines, la grippe aviaire fait qu'il faut reconfiner les poules, les canards. Alors on n'est pas hyper concerné dans la région, mais donc c'est des pertes de sens aussi. On fait de l'élevage de plein air, du bien-être animal, des produits de qualité, et puis le système qui a perdu son sens et qui est presque la cause du problème de la grippe, avec des transports incessants d'animaux vivants, des clones génétiques, des densités folles de bestioles au mètre carré qui font qu'elles tombent malades. Et donc pour les protéger, on les confine. Donc ça, voilà, c'est une question du moment à la Confédération paysanne pour essayer de dire à l'État de ne pas obliger les éleveurs qui font du plein air, qui font de la qualité. J'ai entendu ce matin que L214... une charmante association là, venait de publier une vidéo sur des volailles entassées. Ce qui fait que les éleveurs qui font du plein air, ils sont pris entre deux feux. Enfin, voilà, on essaye de faire bien. Et puis, pour faire du bien-être animal, pour aller dans le sens de la société, dans le bon sens. Et puis, l'administration qui cherche aussi à équilibrer son bénéfice-risque, maladie, épizootie... bref, j'en perds mon sens. Alors, ce qui serait du bon sens, c'est d'aller manger un petit morceau de fromage au lait cru. Aujourd'hui, c'est le Beaujolais nouveau. On n'en a pas. Par contre, on a du vin et du jus de pomme et du miel pour équilibrer le sucré salé. Voilà. Merci à tous. Merci à nos 5 participants. Merci à Madame Vuitton. Et bonne dégustation.